à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui on va parler de Beast and Diplomacy. Beast and Diplomacy est un jeu édité par Dragon Production. Il a connu une campagne de financement sur Kickstarter qui a été financée avec succès. Vous aurez en description de la vidéo le lien pour aller voir tout ça. C'est un jeu de Mike Rebel pour 1 à 6 joueurs, des durées de partie de 45 à 150 minutes à partir de 14 ans. Dans ce jeu de draft et de construction de tableau, les joueurs endossent le rôle de chevalier du royaume d'Aterra. Leur mission consiste à organiser une splendide exposition de créatures, aussi bien sauvages que rares, afin d'impressionner les diplomates du pays. Pour remporter la victoire, chaque chevalier doit non seulement réaliser l'exposition la plus attrayante et la plus variée, mais également remplir des quêtes secrètes, gérer au mieux ses ressources, indispensables pour couvrir les frais de l'exposition. Si la mécanique de base repose sur des actions simples, comme l'association d'icônes, ainsi que le draft, la richesse du jeu se révèle dans sa profondeur stratégique et sa rejouabilité importante. Beast and Diplomacy met en avant les opportunités. Chaque action doit prendre en compte les actions des adversaires, obligeant les joueurs à réajuster en permanence leur plan à court terme, tout en poursuivant un objectif à long terme. L'expérience de jeu évolue ainsi vers des parties tendues et hautement compétitives, où la gestion des finances, des ressources et de l'ordre des actions devient cruciale. Après 3 jours de draft acharné, de stratégie croisée et de construction minutieuse, les expositions sont enfin évaluées. Les diplomates et les quêtes secrètes départagent alors les chevaliers. Celui qui a gagné le plus de points sera déclaré vainqueur, prouvant qu'il a su mieux que les autres maîtriser l'art des bêtes et de la diplomatie. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler du jeu. Je ne vais pas vous expliquer les règles en détail, vous faire une grande présentation. C'est une version prototype du jeu que l'éditeur m'a fait parvenir afin que je puisse vous en parler. Vous voyez comme par endroits, il a un peu souffert lors du trajet, mais ça c'est pas grave du tout. Vous aurez en description de la vidéo le lien pour aller voir la campagne qui a été financée et normalement le late pledge sera possible au moment où vous verrez cette vidéo ou sera très proche d'être disponible. Je vous invite vraiment à aller voir, c'est un jeu qui est très riche, qui a vraiment une identité propre encore une fois. C'est un jeu dont le thème et je trouve relativement original, mais je vous en parlerai plus en détail. Bien entendu, la mise en place n'est pas forcément celle d'une mise en place avant une première partie. Le matériel bougera pour que vous ayez une idée du matériel. Ne tenez pas compte de ça, c'est pas vraiment des règles. C'est pour vous montrer plus en détail tout le matériel du jeu qui est vraiment très pléthorique. Dans le jeu, vous êtes invité à devenir l'hôte d'un étrange chaland diplomatique, mais avec une touche bestiale, allons-nous dire. L'objectif est clair, attirer les bons diplomates chez vous et leur montrer les créatures qu'ils souhaitent admirer. Mais attention, choisir le mauvais invité ou présenter le mauvais spécimen pourrait bien vous coûter des points à la fin de la partie. L'attention est immédiate. Chaque décision sur qui inviter et quel bateau montrer devient un enjeu stratégique. La mise en place du jeu a son importance. Elle est déjà un plaisir en soi. Chaque joueur commence par choisir sa couleur et installer son quartier général sur la table, positionnant soigneusement son trader et sa base. Les différents decks, diplomates, quêtes, environnement, cartes personnelles, commerçants et bien sûr les bêtes, sont triés et disposés autour du plateau, créant un véritable écosystème ludique. Même si le jeu que l'on voit ici est encore un prototype, la qualité des composants promet déjà une expérience tactile très agréable. Le jeu se déroule sur plusieurs phases bien structurées, avec un suivi du temps et des tours grâce à des trackers et des dés spécifiques. Les cartes abondent, offrant une variété d'actions et de stratégies, tandis que les jetons de faveur du roi et les médailles ajoutent un système de récompense et de progression clair. La richesse matérielle et mécanique du jeu laisse deviner un potentiel de gameplay profond, où la planification et l'adaptation seront essentielles. Ce qui ressort immédiatement, c'est le côté immersif et thématique du jeu. On ne se contente pas de jouer des cartes, on invite, on montre, on impressionne. Chaque décision prend un sens narratif fort, et la partie devient un véritable récit, où vos choix dessinent vos réussites diplomatiques et bestiales. Le jeu se présente comme un jeu de stratégie original avec une forte identité thématique, où chaque carte, chaque action, contribue à un récit vivant autour de vos exploits d'hôtes et de collectionneurs de créatures. Pour les amateurs de jeux à la fois tactiques et immersifs, il promet des parties captivantes et des moments de tension et de surprise à chaque tour. Le jeu prend vie dès la mise en place. Chaque joueur choisit sa couleur, installe son quartier, comprend sa base, son trader, son chevalier, figure de son autorité dans ce microcosme diplomatique. Au centre de votre aire de jeu, vos ouvriers, ces petits meeples si charmants, sont positionnés avec soin, prêts à s'élancer sur le plateau au fil des tours. Le nombre de ces travailleurs varie selon le nombre de participants, mais la règle est simple. 2 restent en dehors de votre base, le reste y est stocké pour le moment. Ensuite, chaque joueur compose sa main de départ, véritable arsenal stratégique. 2 cartes diplomates, une carte bête, une carte personnelle et une carte commerçant. Ce choix initial n'est pas anodin. Il façonne vos premières interactions avec le plateau et vos adversaires. En prime, chaque ouvrier reçoit 5 unités de minerai, une ressource précieuse pour vos premières actions. Le plateau de chaque joueur se révèle comme un mini écosystème. D'un côté, votre chevalier vous représente, symbole de votre autorité et de votre ambition. De l'autre, une cage attend patiemment vos bêtes, prête à accueillir vos créatures pour les exposer aux diplomates. À côté, une carte environnement est posée, ajoutant un élément aléatoire qui influencera le déroulement de la partie et la manière dont vos bêtes interagiront avec leur habitat. Un détail crucial à ne pas négliger concerne les spots prioritaires bloqués sur le plateau. Selon le nombre de joueurs, certains emplacements sont inaccessibles, forçant chacun à planifier ses actions avec soin et à anticiper les mouvements adverses. Dans une partie solo, tous ces emplacements sont bloqués, mais dans un jeu à 4, seuls quelques-uns le sont, ce qui ouvre des stratégies variées et des interactions riches. Ainsi, dès les premières minutes, le joueur se retrouve plongé dans un univers où chaque décision compte. Quel diplomate inviter, quelle carte jouer,
Comment gérer vos ouvriers et vos ressources? La mise en place devient plus qu'une formalité. Elle installe le récit et les tensions de la partie. Le plateau et les cartes, ainsi que les meeples, ne sont pas seulement des composants, mais des personnages et des pièces d'un théâtre stratégique où vos choix définiront vos succès ou votre échec. Le jeu commence véritablement par le lancer de dés déterminant l'ordre des tours. Chaque joueur lance un des 6. Le plus haut chiffre décroche la première position. Le plus bas termine à la fin. En cas d'égalité, on relance, jusqu'à ce qu'un vainqueur clair émerge. Mais cet ordre n'est pas un simple détail. Il influence le stock de minerais initial et parfois même la faveur du roi attribuée au départ. Le choix de votre position dans la hiérarchie du tour peut donc façonner vos premières décisions stratégiques et vos interactions avec vos adversaires. Chaque joueur place ensuite ses meeples supplémentaires sur les jours suivants, symbolisant les ressources humaines qui seront disponibles plus tard dans la partie. Cette mécanique installe une anticipation subtile. Vous devez penser non seulement à vos actions immédiates, mais aussi à celles de demain. Nous entrons alors dans le cœur du thème du jeu. Chaque participant incarne un chevalier représentant son royaume et sa maison, dans un monde empli de créatures extraordinaires. Une grande fête diplomatique se prépare, où les diplomates venus de partout s'attendent à être éblouis. Votre rôle est de capturer et exposer des bêtes, chacune avec ses propres attributs, feu, eau et autres encore. Il ne suffit pas de montrer une créature. Il faut impressionner le bon diplomate avec le bon attribut, car chaque visiteur a ses préférences uniques. L'objectif est clair. Accumuler de l'influence. Chaque interaction réussie avec un diplomate vous rapporte des points, qui se traduisent par des avantages tangibles et renforcent votre position dans la course au prestige. La mécanique mêle donc gestion de ressources, placement stratégique et observation attentive des préférences diplomatiques, offrant une profondeur tactique et narrative qui s'installe dès les premiers tours. Le joueur sent que le jeu n'est pas seulement une suite d'actions mécaniques, il y a un récit qui se tisse, où chaque décision, quel diplomate inviter, quelle bête exposer, comment placer ses ouvriers, construit une histoire unique. Chaque partie devient un micro-univers vivant où stratégie et narration s'entrelacent et où vos choix détermineront si votre maison sera admirée ou oubliée à la fin du festival. La partie s'étale sur 3 tours fictifs, un temps de jeu symbolique qui structure vos actions et crée une tension croissante. Chaque journée est l'occasion de capturer des bêtes, d'inviter des diplomates et de les impressionner. Car au final, c'est l'influence accumulée qui déterminera le vainqueur. Chaque décision compte. Quel email exposer, à quel diplomate le montrer, et dans quel ordre organiser ses actions pour maximiser vos points. Les cartes jouent ici un rôle central. Chacune représente une bête unique, magnifiquement illustrée, avec des informations stratégiques cruciales, le coût d'entretien, l'influence qu'elle rapporte, ses éléments, sa couleur ainsi que son habitat. Ces attributs ne sont pas de simples statistiques. Ils définissent quelles créatures peuvent captiver quel diplomate. Un diplomate royal par exemple, pourrait être sensible à un type d'élément précis, ou à une combinaison rare de couleurs et d'habitat. Le joueur doit donc adapter sa stratégie en choisissant soigneusement quelle bête il mettra en exposition. Chaque bête ajoutée à votre collection a un impact direct sur votre influence finale, mais également sur la manière dont vous pouvez combiner vos cartes pour répondre aux exigences des diplomates. Certaines cartes offrent des possibilités partielles. Vous devez remplir un critère d'attribut, mais pas tous. Ces choix introduisent un subtil équilibre entre gestion de ressources, planification sur plusieurs tours et anticipation des préférences diplomatiques. Ainsi, le jeu devient une danse stratégique, où chaque joueur doit jongler entre capturer les créatures adéquates, gérer les coûts d'entretien et organiser ses invitations. Les décisions ne se limitent pas à l'immédiat, elles s'inscrivent dans une vision à moyen terme sur les 3 jours de la partie. Les cartes deviennent alors bien plus que des outils. Elles sont les acteurs principaux de votre récit personnel dans le jeu, chacune racontant une histoire, créant des interactions uniques et contribuant à l'atmosphère immersive du festival. Ce système de points d'influence cumulatifs, lié à la diversité des bêtes et aux présences diplomatiques, transforme chaque partie en une expérience narrative où stratégie et immersion se mêlent. Le joueur qui sera le mieux orchestré ses captures et organiser ses invitations sera couronné maître du festival, riche de prestige et d'influence. Au cœur du festival, chaque diplomate possède un niveau d'influence, de 1 à 6, reflétant son degré d'émerveillement. Avoir un diplomate dans votre maison signifie que vous avez réussi à satisfaire ses exigences, et donc à engranger une précieuse influence. Plus le diplomate est impressionné, plus les points accumulés en fin de partie seront élevés. Cette mécanique transforme chaque visite en une quête stratégique où il ne suffit pas de montrer ses bêtes au hasard, il faut aligner les attributs avec les préférences des invités. À côté des diplomates, les commerçants offrent une autre dimension au jeu. Ces marchands sont intéressés par vos créatures et sont prêts à payer en minerais pour acquérir la bête adéquate. Pour réussir une transaction, il faut que la bête corresponde à un critère principal, souvent lié à ses attributs ou à son élément. Mais l'astuce réside dans les critères bonus. Si vous réussissez à combiner plusieurs conditions, vous obtenez un supplément de minerais. Ces ventes ne rapportent pas seulement des ressources. Elles confèrent de l'influence, ajoutant un dilemme stratégique sur le moment où exposer ou vendre pour maximiser votre score final. Enfin, les cartes personnelles enrichissent le gameplay. Elles se déclinent en plusieurs types, chacune emportant des effets uniques. Certaines cartes sont à usage unique, activables seulement à des moments spécifiques de la journée, et une fois jouées, elles sont retirées du jeu, obligeant le joueur à réfléchir au moment optimal pour les utiliser. D'autres cartes personnelles se connectent aux environnements et aux cages de vos bêtes, créant des synergies et ouvrant de nouvelles stratégies pour impressionner les diplomates ou renforcer vos transactions commerciales. Ces mécaniques restent dans l'ensemble interconnectées, transformant chaque partie en une expérience dynamique et narrative. On ne se contente pas de collectionner des bêtes, on raconte l'histoire d'un festival où chaque décision, chaque mouvement et chaque carte jouée tisse un récit unique. Entre gestion de ressources, planification stratégique et récompense d'influence,
Le joueur est plongé dans un monde vivant où la compétition pour la renommée et la stratégie devient palpable. Dans le monde foisonnant du festival, chaque joueur ne se contente pas de capturer des bêtes. Il doit aussi les loger dans des cages ou des environnements soigneusement sélectionnés. Les cages sont des sanctuaires permanents, accueillant une seule créature, sans coût de maintenance. Les environnements, quant à eux, peuvent être acquis à volonté pendant la phase de l'après-midi, au prix de 3 minerais chacun. Il offre des bonus stratégiques. Certaines cartes personnelles ou environnementales peuvent y être reliées pour générer des ressources, modifier les éléments d'une bête ou conférer de précieux points de victoire en fin de partie. Mais attention, chaque action a un coût. Jouer une carte sur ces espaces demande de payer le prix indiqué et de respecter le moment de la journée, renforçant ainsi la planification temporelle comme un élément crucial de la stratégie. Les cartes personnelles jouent ici un rôle clé. Certaines sont utilisables une fois et permettent d'optimiser vos ressources ou de modifier les attributs de vos bêtes, tandis que d'autres s'alignent avec les cages ou les environnements pour créer des synergies durables. Ces cartes imposent une réflexion tactique, car mal utilisées, elles peuvent coûter cher en points ou en minerais. Au-delà des interactions directes avec les bêtes et les cartes, le jeu introduit des quêtes secrètes, révélant un fil narratif et stratégique sous-jacent. Chaque quête offre des récompenses d'influence discrètes mais cruciales, qui peuvent faire pencher la balance lors du décompte final. Par exemple, un joueur peut obtenir un bonus pour chaque paire de carnivores possédés, ajoutant une couche supplémentaire de gestion et de collection à l'expérience. Le rythme du jeu est structuré autour de 3 journées fictives, chacune divisée en phases, l'aube, le milieu de journée et l'après-midi. Chaque phase détermine ce que vous pouvez accomplir, que ce soit acquérir des environnements, jouer des cartes personnelles ou recruter des diplomates, et impose des choix constants. Au début de chaque journée, vous tirez des cartes de quêtes secrètes et devez faire des choix tactiques sur lesquels conserver, planifiant vos actions avec une anticipation quasi militaire pour optimiser influence et ressources. À travers ces mécaniques, le jeu tisse une narration immersive où chaque décision, chaque carte jouée et chaque bête exposée contribue à l'histoire de votre festival. La tension monte à mesure que vous essayez de combiner cages, environnements, cartes personnelles et quêtes secrètes pour impressionner les diplomates et maximiser votre influence, tout en gérant vos ressources limitées. Le joueur doit jongler entre opportunités immédiates et stratégie à long terme, transformant ce qui pourrait être un simple jeu de collection en une expérience profondément tactique et narrative, digne d'un véritable festival de bêtes fantastiques. Alors que le soleil se lève sur le 3e jour du festival, chaque joueur se prépare à naviguer dans le subtil balai des quêtes et des cartes personnelles. Chaque matin, vous piochez de nouvelles quêtes, mais votre main est limitée par la journée en cours. Au jour 2, vous pouvez réduire votre main à 2 quêtes, tandis qu'au jour 3, vous devez en conserver 3. Ces choix ne sont jamais anodins, car chaque quête rejetée rejoint le marché central, une arène dynamique où les joueurs suivants peuvent échanger leur propre quête contre celle déjà visible. Les décisions tactiques se multiplient. Faut-il conserver une quête potentiellement lucrative ou prendre un risque stratégique en la laissant pour un adversaire? Les quêtes non choisies et abandonnées sont finalement mises de côté, disparaissant à jamais, renforçant la tension de chaque décision. Au cœur de ce système, les cartes personnelles viennent enrichir l'expérience. Jouables à tout moment pendant votre tour, elles permettent d'optimiser vos actions, de préparer vos bêtes ou de générer des ressources supplémentaires. Pourtant, l'action doit être soigneusement planifiée. Vous devez finir votre tour avec le nombre exact de quêtes requis par la journée. Cette mécanique impose une gestion fine du temps et des priorités, où chaque geste compte. Une fois les quêtes et les cartes préparées, la journée avance vers la phase du matin, signalée par le déplacement du cube de phase sur le plateau. Les joueurs remplissent alors tous les emplacements de cartes sur le plateau avec les nouvelles cartes piochées, créant un paysage dense d'opportunités stratégiques et de choix tactiques. Chaque carte déployée représente une possibilité. Recruter un diplomate, attirer un trader, préparer une bête ou améliorer un environnement. C'est dans ce théâtre miniature que les joueurs vont déployer leur meeple, envoyant leurs travailleurs sur les zones de drafting pour sécuriser les actions les plus prometteuses. Le placement n'est jamais anodin. Chaque worker peut représenter la clé d'une combinaison gagnante, l'accès à une ressource cruciale ou la capture du regard d'un diplomate influent. Ainsi, dès les premières heures de la journée, le plateau devient un véritable échiquier vivant, où quêtes, bêtes, diplomates et travailleurs interagissent dans un flux constant de décisions. La tension monte à chaque placement de meeple. Chaque échange de quêtes ou d'activation de cartes personnelles rendant palpable la compétition pour maximiser l'influence et les points de victoire avant la fin du festival. Dans ce monde où la stratégie se mêle à l'imprévu, chaque matin marque un nouveau chapitre du récit collectif. Les joueurs deviennent des chefs de ménagerie et maîtres diplomates, orchestrant avec minutie leur action pour séduire, surprendre et dominer dans la course à l'influence. Au cours de ce festival des merveilles, chaque joueur devient stratège et meneur d'une ménagerie diplomatique, envoyant ses meeples dans les différentes zones de déploiement. Bêtes, traders, diplomates et autres lieux clés du plateau. Chaque zone est une promesse de récompense, mais toutes ne se valent pas. Les zones classiques permettent de placer un nombre limité de travailleurs, garantissant une sélection de cartes, tandis que les spots prioritaires sont rares et précieux. Un seul meeple peut s'y installer, mais la récompense est double. Non seulement vous récupérez une carte dans la zone correspondante, mais vous recevez également une faveur du roi, une monnaie stratégique qui peut se transformer en médaille du roi, remportant 3 points d'influence à la fin du festival. Chaque décision de placement devient donc un acte de calcul et de prédiction. Placer un worker sur un spot prioritaire, c'est viser le contrôle d'une carte clé et une influence supplémentaire. Et si vos ressources sont limitées, vous pouvez toujours relocaliser un worker déjà en jeu. Mais cette manœuvre stratégique a un prix. 5 unités de minerais ou 2 cartes de votre main sacrifiées. Ces cartes défaussées rejoignent le marché central, visible et accessible à tous les autres joueurs, ajoutant un élément de tactique indirect. Ce que vous abandonnez peut devenir l'opportunité d'un adversaire. Une fois votre worker repositionné, il est couché pour indiquer qu'il a été utilisé dans cette nouvelle zone.
Cette gestion dynamique des meeples crée un balai permanent d'action où chaque joueur doit constamment évaluer les priorités. Quelle carte vaut la peine d'être draftée maintenant et quelles cartes peuvent attendre, ou même sacrifier pour un avantage plus tard. Ces interactions sont intenses. Chaque placement et chaque choix de carte impacte non seulement votre progression, mais aussi celle des autres participants du festival. Dans ce système, le plateau se transforme en véritable échiquier vivant, où les joueurs anticipent, contre-anticipent et optimisent chaque mouvement. Les décisions ne sont jamais isolées. Choisir une zone de déploiement, relocaliser un worker ou sacrifier des cartes devient une danse stratégique visant à maximiser l'influence finale. À mesure que les jours s'écoulent, cette mécanique met en lumière l'essence du jeu. La combinaison subtile de planification, de contrôle de ressources et de bluff indirect. Dans la course pour impressionner les diplomates et accumuler les points de victoire. Mais attention, inviter un diplomate n'est pas sans risque. Si vous placez l'invité devant vous et ne parvenez pas à satisfaire ses attentes, vous perdez automatiquement les 10 points d'influence bonus qu'il vous aurait accordés. C'est une véritable épée de Damoclès suspendue au-dessus de votre exposition. Et si vous décidez de ne pas placer le diplomate sur votre table, il devient une charge, 3 points de maintenance à payer, visible au dos de la carte. Mais en revanche, une fois installé dans votre maison, il devient un allié précieux. Il ne coûte rien en entretien, il vous apporte même un bonus pendant la phase de l'après-midi. Ces diplomates ne se contentent pas d'admirer vos bêtes, ils observent également celles des autres joueurs. Le festival est vivant, vibrant. Chaque créature autour de la table peut déclencher un véritable coup de génie diplomatique pour vous apporter des ressources supplémentaires. C'est là que le jeu révèle sa dimension tactique et observatrice. Surveiller les expositions adverses peut influencer vos propres choix. Vous devrez juger quels diplomates sont les plus susceptibles d'être impressionnés par vos bêtes ou par celles des autres, afin d'optimiser vos gains en influence et en ressources. Mais une fois qu'un diplomate est installé dans votre maison, il ne part pas facilement. Pour l'exiler, vous devez soit payer 10 minerais, soit jouer une carte personnelle dotée de la capacité exil. Chaque décision devient donc un équilibre subtil entre ressources, influence et timing. Lorsque la phase de l'après-midi commence, le curseur de phase se déplace sur le plateau, marquant le passage à cette nouvelle période. C'est dans cette phase que les actions deviennent encore plus stratégiques. Vous pouvez placer une bête depuis votre main dans une cage vide ou un environnement disponible, et ainsi tenter de maximiser les réactions des diplomates. Chaque déplacement est une danse délicate. Il faut anticiper non seulement les bonus immédiats de vos invités, mais aussi l'évolution des autres joueurs et la disponibilité des cages et environnements. Le festival bat son plein, et chaque décision peut faire basculer la partie vers la victoire ou la déception. Dans l'après-midi du festival, votre maison devient un centre nerveux d'activité. Vous pouvez placer vos bêtes dans l'environnement ou dans votre cage. Mais attention, votre cage n'accepte qu'une bête dont le coût de maintenance est de 2 ou moins. Et vous ne pouvez posséder qu'une seule cage. Les environnements en revanche sont illimités. Plus vous en avez, plus vous pouvez exposer de bêtes et tenter de maximiser vos interactions avec les diplomates. C'est aussi le moment de jouer vos cartes personnelles. Entraînez vos bêtes, améliorez leurs capacités, ou même modifiez leurs attributs. Vous pouvez également changer vos bêtes d'un environnement à l'autre, ou entre la cage et un environnement. Si un emplacement est déjà occupé, les bêtes échangent simplement leur place. Et toute carte personnelle attachée à une bête accompagne son propriétaire dans le déplacement, ce qui ajoute une couche de planification stratégique. Vous avez également la possibilité de vendre vos bêtes aux traders. Mais ici, le respect des conditions minimales est crucial. Sans elles, la vente est impossible. Si vous choisissez de vous séparer d'une bête, vous pouvez la mettre à la défausse, recevant alors 2 minerais ou le coût de maintenance, selon le montant le plus bas. Et même un environnement vide peut être vendu, avant d'être replacé au bas de la pile d'environnement. Chaque joueur n'a qu'un seul tour pour agir pendant cette phase de l'après-midi, et chaque décision peut avoir un impact stratégique énorme. À la fin de la phase, les diplomates réagissent à vos bêtes. Les interactions se traduisent en influence et en bonus, selon la manière dont vos créatures impressionnent vos visiteurs. C'est ici que la combinaison entre gestion de vos bêtes, placement stratégique, et anticipation des diplomates fait toute la différence. Un geste mal calculé peut vous faire perdre des points cruciaux, tandis qu'une exposition magistrale peut vous propulser en tête du festival. Alors que le soleil se couche sur le festival, nous entrons dans la phase du soir. Un moment presque rituel où chaque joueur doit faire ses comptes et entretenir son domaine. Le jeton de phase descend d'un cran, signant le passage à ce moment de maintenance et de revenus. Tout d'abord, on vérifie les revenus générés par vos cartes personnelles. Certaines d'entre elles vous octroient un bonus direct, parfois crucial pour survivre financièrement à la fin de la journée. Puis vient le moment tant redouté de la maintenance. Chaque bête et chaque environnement a un coût de maintenance que vous devez payer. Mais attention, certaines cartes personnelles peuvent réduire cette charge. Et bien sûr, vous avez accumulé beaucoup de bêtes ou d'environnements. Vous gardez les cartes personnelles en main, la note peut rapidement grimper. C'est aussi l'occasion de jouer certaines cartes personnelles qui accordent des réductions ou génèrent des effets supplémentaires. Vous devez évaluer vos ressources et décider si vous pouvez supporter les coûts de votre ménagerie pour continuer à impressionner les diplomates. Une mauvaise gestion pourrait vous laisser à sec et vous pénaliser lors du scoring final, alors qu'une planification astucieuse vous assure une longueur d'avance pour les influences à venir. En parallèle, chaque interaction avec les diplomates pendant l'après-midi a pu vous rapporter de l'or supplémentaire. Par exemple, exposer une biste jaune peut vous rapporter un or, un minerai. Mais si un autre joueur présente le même attribut, vous en gagnez un supplémentaire. Les mécaniques de récompense cumulatives renforcent l'aspect stratégique. Observer les choix des adversaires et ajuster vos bêtes pour maximiser vos gains devient essentiel. La phase du soir se transforme donc en un véritable balancier entre ressources et prestige, où chaque décision antérieure, placement des bêtes, choix des diplomates, investissement dans des environnements ou cartes personnelles, se reflète dans vos revenus nets. Le festival approche de son apogée.
Et chaque ressource économisée ou dépensée judicieusement peut faire basculer la course à l'influence vers la victoire. Alors que le soleil se couche sur le royaume, chaque chevalier sent la fatigue de ses efforts accumulés au cours de cette journée trépidante. Les actions de l'après-midi ont été nombreuses. Placement des bêtes dans des cages et environnements, utilisation des cartes personnelles pour améliorer ou échanger les capacités de ces créatures, vente ou transfert de bêtes aux traders et observation attentive des réactions des diplomates. Mais le travail ne s'arrête jamais. Il reste la phase finale, celle qui conclut la journée et prépare le lendemain. Le premier geste consiste à ajuster le tour en jeu selon la richesse de chaque joueur. Ironie du sort, le joueur le plus riche est relégué au dernier rang, tandis que le plus pauvre obtient l'honneur d'un gérant premier. Cette mécanique garantit une redistribution subtile du pouvoir et pousse les chevaliers à réfléchir à l'équilibre entre accumulation de ressources et placement stratégique. Ensuite, le G2D avance le jeu vers le lendemain, tandis que chaque joueur reçoit un mipel supplémentaire pour représenter ses actions futures. Ainsi se prépare la nouvelle journée. Déploiement des travailleurs, mise en place des cartes et anticipation des besoins des diplomates. Après 3 jours d'efforts intenses, le moment crucial arrive, le calcul des scores. Chaque diplomate satisfait, chaque bête correctement vendue, chaque quête accomplie contribue à l'influence finale. Mais attention, certaines cartes peuvent également retirer des points, introduisant un jeu supplémentaire dans la gestion des ressources et des créatures. Le décompte est minutieux et stratégique. Influence des diplomates, vente aux traders, points de quête et bonus des cartes personnelles s'additionnent pour déterminer le vainqueur. Le jeu ne se limite pas à la compétition classique, il propose également un mode simplifié, idéal pour initier les plus jeunes à la complexité du jeu, tout en gardant un adulte pour superviser le déroulement et rappeler les règles. Le mode solo permet quant à lui de vivre l'expérience en solitaire. Aucune réaction des autres joueurs est anticipée. Tous les diplomates et quêtes doivent être gérés uniquement par le joueur. Ce qui distingue vraiment le jeu, c'est l'interaction constante entre joueurs, le placement des meeples, les choix des cartes à drafter, l'observation des bêtes adverses pour influencer les diplomates. Chaque décision est lourde de conséquences. Les cartes personnelles, les ventes aux traders et les cartes secrètes créent une toile complexe de stratégies entrelacées. Le jeu offre une très grande rejouabilité, chaque partie pouvant se dérouler différemment selon les choix stratégiques et les combinaisons de cartes. Alors que les chevaliers referment leur dossier et que les lumières du festival s'éteignent, le jeu laisse derrière lui un sentiment de satisfaction et de défi relevé. Entre stratégie, gestion et interaction, ce jeu propose une expérience riche et immersive, où chaque décision compte et où chaque bête peut faire la différence. La fin de chaque journée n'est pas seulement une pause, c'est une préparation pour de nouvelles aventures, de nouvelles tactiques et de nouveaux moments de gloire. C'est bien plus qu'un jeu de plateau, c'est un festival de créatures, d'influence et de stratégie, où la diplomatie et la ruse se rencontrent à chaque coin du plateau. Donc voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir le jeu. Moi j'ai beaucoup aimé, on va un petit peu regarder les cartes, que ça vous donne une idée de la direction artistique et de ce que propose. Déjà vous voyez, il y a quand même énormément de cartes. Donc là, premier paquet de cartes. Ce serait été dommage de ne pas vous les montrer. On ne va pas toutes les regarder, mais comme ça, vous voyez un petit peu. Elles sont toutes différentes. Je vais pas tout vous montrer. On va un peu vous montrer les bêtes aussi quand même. Il y a quand même énormément de matériel. Beaucoup de cartes, pas mal, beaucoup de plateaux, beaucoup de choses. D'ailleurs, comme je vous disais, la campagne a été financée, donc vous pouvez aller voir. Le live page va être disponible si ce n'est pas déjà le cas. J'invite vraiment à jeter un coup d'œil et me dire ce que vous pensez de ce jeu. S'il vous attire, ce que vous en pensez. Je vais vous faire un petit résumé de ce que j'ai dit du coup. Beast and Diplomacy est un jeu de plateau stratégique où chaque joueur incarne un chevalier en charge de capturer, élever et exposer des créatures uniques pour impressionner des diplomates et accomplir des quêtes. L'objectif est d'accumuler le plus d'influence à la fin des 3 journées de jeu afin de remporter la victoire. Le jeu se déroule en 3 journées, chacune divisée en plusieurs phases. Matin, midi, après-midi et soir. Chaque joueur dispose de meeples, de cartes diplomates, de traders, de créatures, de cartes personnelles et de quêtes, ainsi que d'éléments comme des cages et des environnements pour abriter ses bêtes. La mise en place inclut la préparation des cartes, la répartition des ressources et le choix du joueur initial. Quelles sont donc les mécaniques principales du jeu? La gestion des bêtes et des environnements. Chaque joueur peut placer des créatures dans des cages ou environnements. Les cages n'accueillent qu'une seule bête et sont limitées aux créatures avec un coût de maintenance faible, tandis que les environnements peuvent contenir plus de bêtes et être achetés ou vendus pour ajuster ses ressources. Les bêtes possèdent des attributs spécifiques, éléments, habitats caractéristiques, qui influent leur capacité à satisfaire les diplomates et à compléter des quêtes. Les diplomates, eux, sont la principale source de points d'influence. Chaque diplomate a des critères précis basés sur les attributs des bêtes. Satisfaire un diplomate rapporte des points, tandis qu'un diplomate mal satisfait peut retirer de l'influence ou coûter des ressources s'il n'est pas correctement géré. Les joueurs peuvent observer les créatures des autres pour optimiser les réactions des diplomates dans leur propre exposition. Les traders, eux, achètent des bêtes selon certains critères. Réussir une vente rapporte de l'influence et du minerai, tandis que des conditions bonus peuvent générer davantage de ressources. Les bêtes peuvent également être transférées, échangées ou éliminées pour ajuster la stratégie ou économiser sur les coûts de maintenance. Les cartes personnelles, elles, offrent des effets ponctuels ou continus pour modifier les bêtes, les environnements ou les ressources. Elles permettent de former des combinaisons stratégiques et de réagir aux événements du jeu. Les quêtes secrètes ajoutent des objectifs secondaires, souvent liés au type de bêtes détenues et aux combinaisons d'attributs.
et rapportent de l'influence supplémentaire à leur accomplissement. Quelles sont les phases de jeu? Le matin, placement des travailleurs sur les zones de déploiement pour drafter des cartes et obtenir des avantages. Le midi, invitation des diplomates et placement des bêtes pour maximiser l'influence des récompenses. Après-midi, actions principales comme le placement ou la vente de bêtes, utilisation de cartes personnelles, réorganisation des environnements. Le soir, qui est une phase de maintenance. Paiement des coûts des bêtes et environnement, collecte de ressources et préparation pour le jour suivant. Le tour de jeu est flexible. Les joueurs peuvent passer relocaliser des meeples moyennant des coûts ou jouer des cartes personnelles pour modifier les actions. Les positions sur le tour sont ajustées selon la richesse, favorisant l'équilibrage des opportunités entre joueurs. Le jeu propose plusieurs modes, classique, compétitif, pour une expérience complète et stratégique, familial, plus simple avec moins de cartes et d'accompagnement nécessaire pour les jeunes joueurs, ou le solo, où le joueur gère tous les diplomates et quêtes seul, sans interaction avec d'autres. C'est un jeu qui est riche en interactions et en choix stratégiques. Il combine gestion de ressources, placement tactique, combinaison de cartes et observation des adversaires. Chaque partie est unique grâce à la variété des bêtes, des diplomates et des cartes personnelles, offrant une grande jouabilité et une expérience immersive. La victoire dépend autant de la planification que de la capacité à s'adapter aux actions des autres, faisant de chaque festival de créatures un véritable défi diplomatique. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les vidéos. Vous pouvez également, pour me soutenir, partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et vous retrouverez également sur la page principale de Facebook mes réseaux si vous voulez me suivre. Ça me fait toujours plaisir que vous passiez me dire bonjour. Et sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!